Bien le bonjour, la Nouvelle-Orléans, et bien le bonjour à vous toutes et tous, agents de The Dark Quarter. Oui, ça y est, je l'ai fini, cette boîte de base de The Dark Quarter. Donc, je me sens légitime pour me présenter devant vous et vous en parler. Vous donner non pas mon ressenti, mais la finalité, je précise bien, de la boîte de base. Alors, The Dark Quarter, c'est un jeu qui nous est fourni en France par Lucky Duck Games. C'est un jeu dans la lignée de Destinies et avant Destinies dans la lignée de Chronicles of Crime, c'est-à-dire avec un principe de scan de cartes pour en apprendre plus sur... Alors dans The Dark Quarter, on en apprend plus sur les objets que l'on transporte, mais par le biais du scan de ces cartes, on ne va pas en savoir plus sur les environnements. Ça, c'est l'application qui nous donne toute la trame. Alors, pour bien poser les bases, j'ai fini la campagne avec deux personnages qui étaient Constance Moreau et Julia Paris. Le temps passé, j'ai mis en moyenne 21 heures. Hein. Je me suis basé sur le timing en vidéo. Si vous jouez vraiment solo pur, sans vous embêter à filmer, tablez sur 18 à 20 heures, grand max. À mon avis, vraiment 20 heures grand max, en prenant le temps d'aller dans différents lieux. Si vraiment vous comprenez rapidement les mécanismes et puis ce vers quoi veulent nous emmener les auteurs, si vraiment vous arrivez à rusher, vous tablerez peut-être sur 15 à 17 heures maximum. Le solo, parce que j'y ai joué en solo pur. Alors, c'était très sympa, mais je vais quand même vous orienter sur le fait d'y jouer à plusieurs pour partager l'expérience. Et un moment de partage notamment qui peut s'avérer très utile, c'est quand vous allez, parce que vous risquez, de râler. Et râler tout seul, c'est bien, mais râler à plusieurs quand même, c'est cool. Ça permet de temporiser autour de la table. Là, il y a eu des moments, oui, où pendant mes vidéos, il a fallu que je râle parce que je suis tombé sur des aberrations. Et en tant que joueur, par rapport à mon profil de joueur, j'ai trouvé ça mais totalement incompréhensible à certains moments. Donc ça m'a fait râler. Par contre, à d'autres moments, j'avoue avoir été surpris. Ça, on va y revenir. Alors, j'ai derrière ma caméra faciale là, toutes mes notes. C'est l'un des jeux où je me suis arrêté, je crois, le plus fréquemment pour prendre des notes, au moins noter des mots-clés dans l'instant qui me faisaient dire « Ah tiens, ça, faudra vraiment que j'en parle au moment où je vais donner mon avis ». Et c'est une façon de faire que j'aime bien. Alors, il y a eu du bon, il y a eu du pas bon, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un avis en demi-teinte pour ce The Dark Quarter. Je vais vous détailler un maximum de choses par rapport à ça. Alors, comme d'habitude, hein, on prend le très bon, le moyen, et puis là, j'ai même distingué pas bon et très mauvais. Il y a certains jeux, quand je donne mon avis, où on n'a pas de très mauvais, on a plutôt du pas bon. Là, vraiment, il y a eu du très mauvais. Alors, tiens, en parlant de très mauvais pour certains, je vous le redis si vous étiez déjà au courant, mais je vous l'annonce si vous ne connaissez pas du tout The Dark Quarter. C'est un jeu avec application. Ah, alors, l'application, je vous le dis direct, elle prend 90% du temps et du gameplay. J'avais vu ouais, c'était YouTube, c'était pas un article, Gusenko, où ils donnaient leur avis sur The Dark Quarter en évoquant l'application. Et à un moment, je suis tombé de ma chaise parce que je ne sais plus si c'était monsieur ou madame qui disait que l'application était très discrète. Waouh! Ah mais carrément pas.
Pas du tout. 90% du temps, vous êtes le nez sur l'application. Vous prenez un lieu dans lequel aller, vous cliquez, vous suivez dans l'application. Vous voulez en connaître plus sur une carte, vous cliquez, vous suivez ce qu'il y a dans l'application, vous interagissez sur le plateau, ben, vous cliquez et c'est l'application qui va vous donner le résultat. Un moindre combat, vous êtes dans l'application. Oui, 90% du temps, c'est l'application et non, elle n'est absolument pas discrète. Donc c'est totalement rédhibitoire si vous n'aimez pas les jeux avec application. Et même si vous êtes tolérant vis-à-vis d'applications, sachez que là, vous allez avoir le nez dessus constamment. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas plus que ça, parce que je l'évoque souvent, ce que je recherche dans un nouveau jeu, c'est une nouvelle façon de jouer. Donc, ça ne m'a pas dérangé du tout. Par contre, la conception même de l'application, là. On va y revenir. Alors, est-ce que c'est un jeu de plateau? Oui, bah oui, forcément. On a une boîte, c'est vendu dans des boutiques de jeux de société. On a des pions, des cartes, des décisions à prendre, des manipulations à faire sur le plateau quand même, des manipulations via nos personnages. Donc oui, ça reste un jeu de plateau, mais moi je le catégorise dans histoire interactive avant tout. À partir du moment où vous lancez la campagne, vous êtes dans une histoire interactive. Ça me rappelle un jeu vidéo d'ailleurs, j'aurais dû noter le nom. Dragonlance? Non, pas du tout. Dragon quelque chose, qui avait été une tentative de jeu interactif, où c'était au moment de prendre une décision, il y avait une histoire de dragon, c'était médiéval fantastique, il fallait appuyer sur la bonne touche au bon moment. Dragon quelque chose, Dragon's Lair, peut-être Dragon's Lair. Et bien là, c'est pareil, c'est une vraie histoire interactive, donc vous vous laissez porter au fil de ce que l'on vous expose, ce que l'on vous raconte, et vous prenez des décisions comme ça, c'est tranquille. Alors quand je dis c'est tranquille, oui, il n'y a pas de challenge en soi, hein. Pas de stress. Mis à part le stress avec les mauvaises choses, certes, mais dans certains jeux, je suis stressé par rapport à des combats, notamment, par habitude des dungeon crawlers. Là, il y a eu parfois, peut-être 2 fois, un semblant de stress en me disant: ah ouais, allez, si je fais ce choix-là, pourrait y avoir des conséquences pour mon personnage qui pourraient être celles que je ne veux pas. À 90%, on va réutiliser ce pourcentage. Bah, vous êtes dans l'histoire et puis bah, voilà, vous avancez, tranquille. Donc je vous le redis, c'est un bilan en demi-teinte. Et je vais commencer par ce qui est par contre très bien. Parce que oui, et à ma grande surprise quand même, il y a eu pas mal de choses très bonnes dans The Dark Quarter. Déjà le matériel. Alors matériel, j'en profite pour que l'on se rende sur le plateau justement matériel. Bah, déjà, livre de règles, il est succinct. Alors succinct, non pas qu'il soit incomplet, mais c'est pas très touffu. D'autant plus qu'encore une fois, à partir du moment où vous lancez le jeu, bah, c'est l'application qui vous indique tout comment on fait. Je m'étais mis un mémo sur la dépense des points d'expérience et puis parfois nécessaire d'aller checker un paragraphe sur tel ou tel point de règle. Mais dans l'ensemble, franchement, il est plutôt bien fait, il est très clair, bien expliqué, ça c'est pas mal. D'autant plus qu'en disant ça c'est pas mal, c'est que c'est un jeu que j'adresserai plutôt à des joueurs non initiés. Mais je crois qu'au verdict final, je fais un rappel de ça. Pour l'instant, nous sommes dans le matériel. Ça, c'est extrêmement bien. Oui, 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 oui. Plateau. Alors, on a un plateau double couche. Le visuel des plateaux joueurs, vraiment très, très sympa.
La mécanique, système de cubes, ça c'est pareil, on y reviendra, mais c'est vachement bien. Les cartes, elles sont ultra personnalisées par rapport aux personnages que vous incarnez. Ça, par exemple, ce sont les cartes de Julia Paris. Bah, elles sont super qualitatives, hein. Bien expliqué aussi. Je ne suis pas tombé avec ces deux personnages-là sur des ambiguïtés de jeu. Une ou deux cartes où le texte faisait que je ne comprenais pas tout de suite à la première lecture, mais enfin, on utilise son cerveau et il n'y a rien de rédhibitoire quand même. Les cartes de lieu. Ah oui, alors, vraiment très très sympa, hein. Parce que c'est bien beau d'avoir de la narration via l'application, mais ce qu'on aime quand même dans ce type de jeu, c'est d'avoir un visuel des lieux dans lesquels on passe. Chaque lieu n'est pas décomposé en cases. Un lieu, on y est, on peut y être à plusieurs, peu importe si on a un perso ici, un perso là. Non, on est vraiment dans le même lieu et on peut procéder à des échanges notamment. Les lieux, il y en a pas mal, hein, 45 cartes à parcourir au fil des scénarios. Et les visuels encore sont vraiment très cool. Les cartes, les fameuses cartes objets, gros paquet de cartes. Alors, gros paquet, oui, parce que beaucoup de déclinaisons. Si je prends les premières cartes numérotées 1, eh ouais, il y en a 8. Et c'est de l'argent. Bah, c'est normal parce que un agent peut avoir plusieurs argents sur lui. Donc, beaucoup de cartes comme ça, cartes classiques, je vais dire, avec les fameux scans. Et puis, nous avons aussi des cartes spécifiques. Alors là, vraiment des cartes liées à l'avancée dans notre histoire. Ce sont des cartes que l'on va débloquer au fur et à mesure de notre progression. Le reste du matériel, nous sommes sur les pions. Alors là, vous ne voyez que les pions acryliques et je vous recommande d'ailleurs d'aller chercher les pions acryliques. Est-ce que par contre, là je vais mettre un bémol, est-ce que c'est une extension qui est encore disponible dans le commerce ou c'était seulement dispo par le biais de la campagne participative? Je ne sais plus. Toujours est-il que ça renforce encore plus le plaisir du jeu et de la manipulation d'avoir les pions acryliques plutôt que les pions en carton fournis dans la boîte. Un élément par contre où j'ai été vraiment très agréablement surpris sur le matos, ce sont les dés. Alors franchement, les dés ils sont personnalisés d'un joueur à l'autre par rapport à la couleur. Ils sont super gros, notamment nos 2 dés de base, et puis les dés qui viennent en bonus sont aussi très sympas. Ça, c'était un pur plaisir à lancer, surtout quand on fait de très bons résultats. Alors, pour le matériel, bah, ma foi, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, ce qui est caché là sur le côté droit, le plateau de la Nouvelle-Orléans. Bah, c'est un visuel simplement de la Nouvelle-Orléans sur lequel on va venir placer différents lieux, non pas par les cartes, mais par des jetons comme ça pour dire on peut aller là pour interagir. Hop, on retourne, on vient mettre la carte physique en papier, nos figurines dessus, et puis l'application va nous donner nos différentes interactions disponibles. Ce plateau-là, bah oui, il est nécessaire parce que visuellement, on a quand même nos différents endroits dans lesquels on va pouvoir se rendre, donc ça permet de se projeter. Il est petit, il prend pas beaucoup de place, donc ça fait le taf. C'est pas une dinguerie, mais ça fait le taf. Ok, très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé de très bien? La mécanique. Alors vous noterez à ce stade que je ne vous présente pas pour l'instant l'application, parce que je vous le dis tout de suite, l'application n'est pas dans la catégorie très bien. On y reviendra, bien sûr. Mécaniquement, ah oui, j'avais noté.
Ça là, la mécanique des cubes avec nos caractéristiques, donc le talent, le combat, l'ésotérisme pour la magie et le charisme. J'ai trouvé cet aspect-là du gameplay très sympa à utiliser. Quand on va vers la gauche, on a des valeurs très faibles, donc c'est beaucoup plus facile d'atteindre le score pour valider des paliers de réussite. Là, par exemple, en lançant mes 2 dés, si j'ai un premier cube sur la valeur de 4, eh bien, je valide un succès. Si je lance en même temps un dé fort, 3 et 3, 6 et un 7, j'arriverai là. Je compte le nombre de cubes qui sont concernés de la gauche jusqu'à mon résultat. Il y en a 2. Eh bien, 2 cubes égale 2 succès. Dans l'application, je rajoute, enfin, j'indique le nombre de succès. Et au fur et à mesure, on va avoir le déroulé de nos réussites et de nos échecs. Donc ça, c'est très sympa parce que en dépensant des points d'expérience, on va pouvoir améliorer nos différentes caractéristiques vers la gauche. Mais parfois, quand on a des échecs sur nos actions, on va faire une régression. Et donc, ça va avoir pour effet de nous faire aller vers la droite. Et vers la droite, on a quoi? On a 10, 11, 12. Très compliqué au lancer de dés d'aller chercher du 10, 11, 12. Pour ça, ça implique de lancer au maximum 5 dés. On a un pool par personnage de 5 dés. Que l'on peut contrebalancer si on se trouve dans un même lieu et qu'un autre personnage joueur nous prête un dé. C'est une façon d'aller chercher des scores vraiment très très hauts. Le problème étant que l'on se rend compte assez rapidement que finalement, même si on échoue une fois ou que l'on a un résultat en demi-teinte et qu'on va devoir relancer, il n'y a pas trop d'incidence parce que vous allez pouvoir relancer, relancer, relancer et relancer. Mais en tout cas, sur ce principe-là d'évolution-régression, pour les joueurs, c'est vraiment très très bon. Et à ça, on va rajouter leur carte de compétences. Il y en a en plusieurs exemplaires différents parce que quand vous débloquez une carte, eh ben vous allez choisir entre celle-ci ou celle-ci. Et au maximum, chaque personnage ne pourra posséder que 4 cartes sur son plateau. Ça, c'est sympa. Forcément, si on a un choix dans la façon de diriger notre personnage, on peut penser que ça va nous faire un choix dans la rejouabilité. Mais on y reviendra un petit peu plus tard sur cette rejouabilité. Donc, caractéristiques, ça c'était vraiment très très bon. Je me suis noté l'histoire et le scénario. Alors si, c'était en très bon. Je relis ma phrase là en même temps, mais ouais, les lieux et les actions spécifiques aux héros, ça c'est vraiment très bien parce que parfois, on va nous dire, vous allez pouvoir vous rendre à la déchetterie de la Nouvelle-Orléans, mais attention, c'est un lieu qui est exclusivement réservé à Constance Moreau. Et il y a un cadenas dans l'application qui nous indique que Julia ou les 2 autres personnages ne pourraient pas se rendre dans ce lieu vraiment spécifique. Et ça, j'ai trouvé ça sympa parce que ça implique le joueur concerné. Ça n'empêche pas les autres joueurs d'aller vadrouiller à droite à gauche. Il y a quand même suffisamment à faire dans d'autres endroits pendant qu'il y en a un qui est bloqué, entre guillemets, dans son propre lieu. Et c'est comme ça, au fil de l'aventure, on peut avoir des persos qui sont exclusivement réservés à un endroit. Donc ça, c'est encore une fois relativement impliquant pour les joueurs, ça m'a beaucoup plu. L'histoire aussi en elle-même m'a donné envie de continuer, déjà par la trame que propose la Cabale à la Nouvelle-Orléans, qui est le titre de The Dark Quarter, la boîte de base,
Donc cette histoire-là, oui, elle était suffisamment originale pour me dire à la fin d'une session, ah bah tiens, ouais, je suis quand même curieux de savoir comment ça va évoluer. Et puis la curiosité a été renforcée aussi par nos personnages qui ont leur propre histoire, une histoire très personnelle, avec ce qui avait été annoncé dans la campagne de pub, une histoire personnelle très impliquante. Ben, j'ai envie de dire oui, figurez-vous, c'est quand même dingue. J'adhère à ça. Le scénario de chacune, là, parce que pour l'instant, je ne connais pas les scénarios perso des deux autres, des deux autres personnages. Mais le scénario perso de Julia, le scénario perso de Constance, était pour moi suffisamment intéressant pour que j'ai envie de faire de vrais choix pour l'une et pour l'autre quand c'était proposé. Et pas de dire, ouais, allez, je m'en tape. J'ai une façon de jouer qui fait que j'aime bien donner des orientations, des personnalités à mes, alors j'allais dire à mes joueurs, non pas à mes joueurs, mais à mes personnages. Julia, je l'avais très vite mis dans la catégorie bourrin, combat, on perd pas de temps et on est plutôt très direct dans les conversations. Alors que Constance, je l'avais imaginé plutôt à temporiser lors des conversations, être plutôt compréhensive. Et ça m'a permis d'être encore plus intéressé par leur histoire personnelle. Donc c'était bien vu, vraiment bien vu. Sur le plateau, j'ai trouvé en chose positive qu'il y avait pas mal de lieux dans lesquels on allait pouvoir se rendre. Et quand on est dans un lieu même, imaginons, alors on va on va reprendre cette carte-là, là, le parc Louis Armstrong, c'est vraiment le premier lieu dans lequel on se rend. Imaginons le parc est ici, hop, on se rend au parc Louis Armstrong. Et ce qui se passe, c'est que sur une même carte, on va avoir parfois jusqu'à 3, 4, 5, 6 points avec lesquels on va pouvoir interagir. Est-ce que ça va être un personnage avec qui parler, auquel cas ce serait symbolisé par un pion de personnage, ok, paf, je vais parler à cette dame. Ça peut être un véhicule, ça peut être, comme on voit là, une zone dans l'ombre. Donc on clique sur l'appli, hein, encore une fois, on clique, et puis ça nous déroule l'ensemble. Et ça c'est bien parce que même si on a un joueur avec son histoire personnelle qui est dans un endroit, les autres joueurs ont largement de quoi s'occuper en déverrouillant d'autres lieux et en déverrouillant des actions dans le lieu dans lequel il se trouve. Donc ça, vraiment très très bien aussi. Autre chose qui est très bien. Quand vous avancez dans la campagne, il y a des intermèdes. Les intermèdes sont là pour faire des sauvegardes si vous le souhaitez. Alors j'allais dire, ils interviennent normalement à des moments spécifiques. Là, je vais tout de suite vous dire oui et non. J'ai eu à 2 reprises, sur 4 scénarios, un intermède qui se déclenche au bout de 10 minutes. 10-15 minutes max. Surpris. Qu'est-ce que ça fout là? On a à peine commencé le jeu que on nous colle un intermède, ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'autant plus que l'on peut, à loisir, sauvegarder soi-même. Hein. On fait une sauvegarde manuelle et puis on reprend quand on veut. Avec un gros défaut que ça va représenter, je vous le donne tout à l'heure. Mais sur le principe des intermèdes et de sauvegarde, c'est vraiment bien parce que vous pouvez vous dire, allez, j'ai 1 heure devant moi, je sais que de toute façon, en 40 minutes, je vais tomber sur un intermède, je peux sauvegarder, je reprendrai après. C'est vraiment super pratique, ça fait plaisir. Après, qu'est-ce que j'ai noté? Ah, j'ai à 3 reprises été surpris, mais de bonnes surprises. C'était pendant... Alors, je vous donne pas trop de détails, mais il y a eu à un moment un très très gros combat.
J'ai été confronté avec une très bonne surprise sur la transformation d'un PNJ. Et puis, à un autre moment, à une décision importante que je devais prendre pour l'une de mes héroïnes, et c'était assez surprenant. Donc ça, c'est ce que je demande à ce type de jeu. Surtout qu'encore une fois, c'est un jeu narratif, donc par le biais de la narration, je veux être surpris. Et ben ça a été le cas, et c'est ce qui m'a permis de me dire ah bon bah c'est cool. Il y en a des défauts de merde hein, dans ce The Dark Quarter, mais il n'empêche que, allez, je vais avoir envie d'y revenir. Dans les choses que j'ai notées qui étaient plutôt bonnes, ça aurait pu me faire basculer d'ailleurs dans le il commence à me gonfler. Bizarrement, premier scénario, et je crois que ça n'a été que dans le premier scénario, on a eu affaire à des énigmes. Et bien figurez-vous que les énigmes étaient soft. Moi je ne suis pas du tout un joueur qui aime résoudre des énigmes, surtout en solo, parce que j'ai peur de bloquer et de ne pas savoir. Et bien là, en me posant un petit peu de réflexion, j'ai pu passer les deux énigmes, et c'est vrai qu'après je les ai oubliées, cette façon de jouer avec énigmes, parce que je ne suis pas du tout retombé sur ce principe. Ce qui est assez bizarre. En comparaison, par exemple, avec les demeures de l'épouvante, au fil du scénario, on est confronté à 3-4 énigmes, quels que soient les scénarios, hein, généralement. Bah c'est bien parce que ça nous rappelle qu'on a une autre façon de jouer à ce moment-là. Ici, bah, j'en ai eu que deux. Je vais même pas vous dire que ce sont des énigmes qui étaient liées à mes choix, parce que, encore une fois, bah, c'est une enquête narrative avec un scénario qui est vraiment en couloir. Ça, j'ai pas fini d'utiliser le mot couloir. Donc, vous tombez dessus obligatoirement sur les énigmes, hein. Puis après, bah, on n'en entend plus du tout parler. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Le 2, j'ai un doute, mais 3 et 4, non, je ne suis pas retombé sur des énigmes. N'empêche que moi, ce que je me suis noté dans l'effet très bien, c'était qu'elles étaient soft. Pas de prise de tête. Après, l'évolution du scénario en lui-même pour l'histoire de cette cabale à la Nouvelle-Orléans. L'évolution de ce scénario, plutôt sympa, notamment au chapitre 3. Je crois que c'est là où il y a eu un pic sur ce scénario qui était vraiment très cool. Mais dans l'ensemble, j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais à ce que ça baisse en... Je ne vais pas utiliser le terme intensité parce que on n'est pas sur un scénario très intense, mais par rapport à ce que j'avais lu, je m'attendais à décrocher. Ça n'a pas été le cas. D'autant plus que non seulement, comme je l'ai évoqué, le scénario évolue, mais l'histoire de nos deux personnages évolue aussi, donc ça, c'était très cool. Un élément de gameplay qui a été introduit là dans The Dark Quarter, c'est un timing pseudo-stressant. Alors, pour vous exposer ça, si je fais recommencer la partie, cette action remettra la campagne à 0 et vous perdrez toute votre progression. Oui, mais j'ai fini la campagne, donc vas-y, remets tout à 0, mon gars. Figurines de luxe, démons du passé, oui. Ah, matériel, j'ai pas évoqué les figurines. Alors attendez, je vais faire une chose. Hop là, puisqu'on est toujours dans les choses bien, je me mets ça ici et je reviens sur les figurines tout de suite après. Le contenu additionnel, oui, 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 j'ai bien ça. Voilà, la contrainte de temps. Je m'attendais ça à ce que ce soit une difficulté de jeu. Alors pas du tout, ne le prenez pas comme ça. C'est juste qu'à plusieurs reprises pour l'histoire personnelle de nos héros, on va avoir de grandes décisions à prendre, systématiquement entre deux choix. Eh bien, la contrainte de temps, c'est est-ce que je vais avoir pas de stress
et vraiment je prends le temps de tout lire et je clique sur le choix voulu, est-ce que je vais avoir une tension, haute tension comme il l'appelle, avec une vingtaine de secondes pour faire mon choix, ou bien en ébullition, et là, la contrainte de temps va être élevée, et j'aurai très peu de temps pour ne pas hésiter. Vous devez lire les textes et prendre une décision presque instantanément. Donc là, ça peut être très tendu. À rejouer, je sélectionnerai plutôt ça. Par contre, pour un premier gameplay, je vous conseille de rester sur le moyen, ne sachant pas à quoi vous attendre. Au moins, ça permet de temporiser. C'est pas mal. Mais ce principe-là de choix pour faire évoluer notre héros avec cette contrainte de temps, c'est plutôt très cool. Donc ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Le scénario, bon, je l'ai évoqué, il est pas mal, mais je reste sur cette vue-là pour l'instant, pour cette histoire de figurines. Alors oui, les figurines qui sont proposées. Dans la boîte de base, nous n'avons que 4 boss, un par chapitre, 4 héros. Voilà les figurines de la boîte de base. Et puis, vous avez possibilité d'acheter la boîte de figurines supplémentaire avec un élément, un tort de la part de Lucky Duck Games, c'est de ne pas fournir le nombre de figurines qui correspond au nombre de pions de personnes que vous pouvez rencontrer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi faire ce choix? Je ne comprends pas. Ça me rappelle Vampire la Mascarade Chapters, où c'est pareil. On pouvait investir dans boîte de figurines de luxe supplémentaires, et au final, on se retrouve avec... Alors, c'est simple, hein, dans votre lieu, vous allez avoir là une figurine, puis à côté, un autre PNJ avec un pion en carton. Et c'est même pas le fait que forcément les PNJ figurines sont beaucoup plus importants que le pion en carton. Je les place sur le même degré, le même niveau d'implication pour avancer dans l'enquête. C'est crétin. Alors c'est dommage que je l'évoque maintenant parce que je viens de prononcer le mot crétin, mais au moins par rapport au matériel, ce que je voulais vous dire, c'est que elles sont plutôt sympas ces figurines. Surtout elle. Ah ouais, elle est badass. Elle est vraiment badass, ce gros loup-garou là. On a quelques frissons. Puis les autres figurines de PNJ sont très sympas aussi. Moi j'aime bien. On peut s'en passer largement, hein, comme dans les jeux d'Awoken Winds, où où on achète beaucoup de figurines supplémentaires si on le souhaite. Puis au final, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de... Alors pour moi, il y a une valeur ajoutée. Pour d'autres, il n'y a aucune valeur ajoutée. On peut très bien se contenter d'avoir ou bien une carte en visuel ou bien un pion. Ça reste très sympa. Ok, j'ai fait le raccord avec les figurines, c'est bien. Qu'est-ce qu'il me reste à vous évoquer dans la catégorie très bonne? Ah bah oui, un élément parmi les objets que je vous ai cités, notamment les objets spéciaux, j'en ai déverrouillé certains, je ne sais toujours pas à quoi ils servent. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est même très bien, je peux le redire, très bien, parce que oui, on a un effet couloir avec le scénario, mais à plusieurs reprises, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ça? J'ai trouvé un stylo 4 couleurs, mais qu'est-ce que je vais en foutre? Eh ben, je sais toujours pas. Alors non, vous ne trouverez pas de stylo 4 couleurs dans The Dark Quarter, mais sur le principe, ça pose question. Est-ce qu'avec, si je rejoue avec les deux autres héros, est-ce que c'est l'un des deux qui saura utiliser le stylo 4 couleurs? Peut-être. Peut-être, peut-être. Et puis un autre élément que je mets au crédit de The Dark Quarter, c'est le fait qu'il y ait 2 extensions disponibles. Extensions que l'on peut voir. Alors, je veux revenir au menu. Donc on a Au plus noir de la nuit, qui nous propose
une trame parce que la jeune Susanna s'est volatilisée et une bande de marginaux unis, ici, x4, qui vont s'unir donc pour enquêter. Ça rajoute du gameplay. Par contre, on a 4 chapitres dans la campagne de base Cabal à la Nouvelle-Orléans. Je crois qu'on a moins de durée de vie avec Au plus noir de la nuit et encore moins de durée de vie avec Les démons du passé. Vous devez posséder un exemplaire de la boîte de base et l'extension Les démons du passé. Et Les démons du passé font référence à une histoire vraiment spécifique sur Julia, Walter, John et Constance. Constance, t'es sûr? Ouais, t'es sûr? On y reviendra. Ok. Donc, en tout cas, à moindre prix aussi, parce que les prix sont pas délirants, vous pouvez investir dans Au plus noir de la nuit et Les démons du passé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Je reviens vers vous face caméra parce que je ne crois pas que l'on va devoir encore avoir une vue sur le plateau. Bon, si c'est le cas, on y reviendra. Donc on a vu quand même, il y a une bonne grosse dizaine de points très positifs. Et maintenant, on va passer au point moyen. Alors moyen, ça ne veut pas dire que c'est chiant, c'est juste, ah tiens, je me suis noté que c'est dommage. Je vais commencer par le fait d'avoir patiné pour me mettre dans l'histoire et l'épisode 1. Est-ce que c'est parce que c'était pas le pile poil très bon timing pour moi pour lancer The Dark Quarter? Je sais pas. Le sentiment que j'ai eu, c'est que c'était plutôt long. Je m'attendais à quelque chose de plus punchy, plus court, et la mise en branle dans l'histoire, pour moi, ça m'a fait un petit peu patiner. Alors ça s'est joué à, je sais pas moi, 45 minutes, 1 heure de trop peut-être, alors qu'après, scénario 2, 3, 4, ouais, ça s'est vraiment bien enchaîné. Mais là, pour le coup, je l'ai mis en moyen parce que ça relevait de mon propre ressenti, hein. Tout le monde ne va pas le vivre comme ça. Après, par contre, dans le scénario même, dans la façon dont c'est écrit, il y a quelques raccourcis scénario. Dans sa construction, parfois c'est maladroit. Je me suis dit, ah ouais d'accord, de ça, on passe à ça direct. Sans autre... on n'enrobe pas, on fait pas de petits blabla, pourquoi ça nous amène à ça. Bon, c'est un peu dommage. Je vais réemployer le mot maladresse dans les conversations que l'on a à l'écran. Et l'écriture de ces conversations, c'est une maladresse dans la façon dont c'est présenté. Je ne vais pas vous montrer des captures parce que ça va trop vous spoiler. Mais ce qui me fait bizarre, c'est que Lucky Duck Games n'en sont pas à leur premier jeu avec application. On est en 2026, on a eu d'autres jeux avec application. Moi personnellement, j'avais joué à Chronicles of Crime, j'avais joué à Destinies. Ces 2 jeux, je ne les ai pas gardés parce que au final, ne m'ont pas plus emballé que ça. Mais avec application, on a Assaut sur l'Empire, on a Les Demeures de l'Épouvante, on a Fate Forge, on a Voyage en Terre du Milieu. Donc il y a quand même pas mal de créateurs et éditeurs qui ont essuyé des plâtres avec des applications. Et c'est surprenant qu'encore aujourd'hui on ait des maladresses dans la façon dont ça va être écrit. C'est vraiment très bizarre. Une autre maladresse, c'est parfois dans les choix qui sont proposés. Alors ça a dû me le faire une fois, principalement une fois, où la phrase que j'ai choisie pour mon choix d'action, au final, ne correspondait pas du tout à l'application qu'on m'en donnait. Il y a un moment, alors celui-là je l'avais vraiment noté, je pouvais arracher des barreaux et ça s'est transformé en je prends le personnage par le col. Bon, un peu chelou. C'est peut-être moi qui n'ai pas compris la façon dont c'est expliqué. Ça peut arriver. Un autre élément qui est beaucoup plus gênant,
et qui peut vous faire sortir de l'histoire, alors pas sortir de l'histoire, mais sortir de votre implication. À de nombreuses reprises, quand vous interagissez avec un PNJ par le biais de votre charisme, vous pouvez être convaincant ou intimidant. Au début, je me suis beaucoup pris au jeu, justement, en disant Julia, elle est intimidante, alors que Constance, elle va plutôt tenter de convaincre. Et puis rapidement, à force de cliquer, je me suis aperçu que peu importe que vous soyez intimidant ou convaincant, parce que dans 90% des cas, qu'est-ce qui se passe? Vous relancez la conversation et vous continuez. Il n'y a pas vraiment d'incidence. Je suis convaincant ou intimidant. Peut-être que il va y avoir une ou deux fois en fonction du personnage, à un moment précis du scénario, l'incidence convaincre ou l'incidence intimider va ressortir, mais alors de façon vraiment marquée. Mais dans toute ma partie, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on s'en fout un peu. Là, je vais convaincre, là, je vais intimider. Sauf que je tenais à respecter le profil de personnage que j'avais donné à Julia et donné à Constance. Donc, je faisais en sorte de rester convaincant ou intimidant en fonction de l'une ou l'autre. Bon. Je l'ai évoqué, c'est pas un jeu qui est dur, il n'y a pas de stress, et à outrance, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que là, ça peut décevoir certains, dans le sens où de toute façon, vous allez continuer d'avancer. Vous avez échoué 3 fois un test, c'est pas grave. Tu as toujours tes mains, tu as toujours tes dés disponibles, donc continue de les lancer ces dés. Ça, je trouve ça dommage. Alors ça a un effet peut-être plaisant pour certains parce que au moins, puisque c'est une histoire purement interactive, on avance tout le temps. Mais pour moi qui suis peut-être plus habitué à des jeux où on a des vraies contraintes, là pour le coup, c'est un peu dommage. J'ai envie d'être beaucoup plus impliqué avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si je foire trop, j'ai des conséquences négatives. Là, non, soyez tranquille, ça va y aller. Donc ça, j'ai trouvé un peu moyen. Autre chose qui est moyen, le scan des cartes. Alors, je vous rappelle, on a avec ce visuel-là des cartes équipement classiques et avec ce visuel-là des cartes équipement vraiment liées spécifiquement au scénario. Autant les cartes spécifiques liées au scénario, oui, j'ai pensé à les scanner avec le QQR code là pour dire mais alors ça peut me donner quoi comme indication ça sur la façon d'utiliser. J'avais commencé à le faire aussi avec les cartes d'équipement classique. Puis rapidement, on s'en branle. Mais vraiment, on s'en fout. Scanner, alors je vous dis quoi? Scanner un pied de biche. Super. À moins de ne pas savoir ce qu'est un pied de biche, ok. Mais moi je sais ce qu'est un pied de biche, je sais à quoi ça pourrait me servir. Scanner un tournevis. Super. Scanner un autre truc là? Non. Autant je pense que dans Destinies et dans Chronicles of Crimes, il y avait beaucoup plus d'interactions nécessaires avec les objets. Autant là, sur tout le paquet d'objets qu'on transporte, on s'en fout. C'est suffisamment explicite avec le texte de l'utilisation en jeu. Donc ça, c'est moyen. C'est moyen, c'est moyen. Une autre chose moyenne, c'est qu'à un moment, j'ai fait le scan d'une carte qui était pour le coup, elle, très importante parce que liée au scénario. L'application, les concepteurs n'ont pas prévu de mettre un bandeau. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser cette carte? Ça m'a déclenché tout de suite l'événement qui était lié, alors que je voulais pas. Pour moi, c'était un truc vraiment super important et je me dis mais non, je l'aurais su, je l'aurais pas déclenché tout de suite. Il n'y a pas eu d'incidence après coup,
Mais ça, après coup, on ne le sait pas avant d'avoir testé. Donc, ça rejoint ce que je vous disais sur les maladresses dans la façon dont a été conçue l'application. C'était dommage. Heureusement, sans grandes conséquences. Au final, le fameux scan de carte, je l'ai mis en bof. On va continuer avec les moyens, hein. Pas de notion de temps pour l'accomplissement des aventures. Je vous ai prononcé déjà l'effet couloir. Ben ouais, il n'y a pas de timer dans l'application. Par moment, peut-être une fois, il y a eu un PNJ qui nous a dit oh, va peut-être falloir se sortir les doigts là. Mais j'ai pas eu l'impression que si j'avais continué à aller dans ma direction et pas dans celle que voulait le PNJ sur le moment où elle me le dit, il n'y aurait pas eu d'incidence plus que ça. Et ça, c'est dommage parce que on a une histoire qui nous révèle des choses qui sont suffisamment impliquantes pour la Nouvelle-Orléans. Mais on a le temps, hein. On y va, on y va. Vous continuez de foirer vos jets, c'est pas grave. Continuez, pas de stress. Encore une fois, pas de stress. Et ça rejoint une illusion qui nous a été vendue quand même par Lucky Duck, c'est une liberté d'action. Alors, oui, je vous ai montré sur le plateau. On peut avoir beaucoup de lieux, mais au final, ça restera toujours très dirigiste. Vous avez un début, vous avez une fin. Vous n'avez pas 3, 4 façons d'arriver à cette fin. Vous savez que vous allez devoir en passer par tel lieu, interagir de telle façon et de parler à tel ou tel PNJ. Je n'ai pas ressenti un choix phénoménal, alors sans aller jusqu'à phénoménal, mais je vais reprendre Fate Forge ou même True de Vang. Dans la conception de leur scénario et de notre implication et de la façon dont on veut avancer, et ben dans True de Vang et surtout peut-être même dans Fate Forge, on a les choix de dire oui, je vais d'abord ici et je sais que je ne pourrai plus aller à tel endroit. Oui, je donne telle réponse et je sais que je peux me mettre très mal avec le personnage en question. Là, non, 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 c'est tranquille. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Concernant les jets ratés, bah, je l'ai évoqué, hein. Vous pouvez rater vos jets. C'est pas stressant, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pression, donc allez-y, lancez-les vos dés. Alors ça a eu un impact sur moi parce que c'est pas ce que j'en attendais. Moi, je voulais pouvoir gueuler parce que je ratais mes jets de dés. Alors oui, à quelques occasions, j'ai gueulé parce que je l'ai raté, ces jets de dés. Mais au final, après coup, ben, on s'en fout. Vous allez pouvoir continuer de les lancer. C'est dommage, vraiment dommage. Ah, alors on y vient. Tiens, je repasse sur cette vue-là. Parce que c'est très moyen. Alors, je l'ai mis en bon ou en pas bon? Non, non, je suis toujours dans mon paragraphe comme quoi c'est moyen, Lucky Duck Games. Je pourrais même dire c'est du foutage de gueule parce que dans les démons du passé, j'ai bien dit tout à l'heure, mais on est sûr d'avoir l'histoire personnelle de Constance? Ben, pas du tout. C'est grisé. Vous ne pouvez pas accéder à son histoire personnelle. Alors qu'avec les autres, ouais, je peux faire une nouvelle partie. C'est cool. Et ça, c'est totalement inadmissible. Le jeu a pris 4 ans à être développé. Ils ont eu largement le temps de le peaufiner, ce jeu. Et là, il est sorti. Alors, nous sommes le 9 avril, au moment où je vous donne mon avis. Il est sorti depuis plusieurs mois. Et ils n'ont toujours pas débloqué l'application avec le scénario de Constance. Ouais, c'est quand même du foutage de gueule, franchement. Parce que, je l'ai évoqué dans les choses très bien, les personnages
l'histoire qu'on nous en a donnée, elles sont vraiment sympas de mon point de vue. Donc j'aurais eu envie d'aller faire le scénario spécifique de Constance et d'aller faire le scénario spécifique de Julia. Bah, qu'est-ce qui m'empêche de faire celui de Julia? Bah, c'est que j'ai joué les deux en même temps pour la campagne de la Cabale à la Nouvelle-Orléans et j'avais envie de faire les deux histoires personnelles à la suite. Et bah, puisqu'on n'a pas Constance, je reporte. C'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Un dernier point pas cool que je suis en train de lire là, c'est la fin de campagne. Alors là, chacun va juger, hein. C'est un petit peu comme ce que j'ai dit en tout début des choses moyennes sur le fait d'avoir patiné avec le premier épisode, le premier scénario. Là, la fin de campagne, chacun va juger et puis se l'approprier finalement. Moi, je m'attendais pas à ça et je l'ai trouvé bof. Alors bof, je vais même dire maladroit dans la façon dont c'est amené. Je ne vous en dis pas plus, vous pourrez aller jeter, si vous ne comptez pas jouer à The Dark Quarter, à la limite, à mon 13e et dernier épisode sur la chaîne de la campagne, et vous verrez la fameuse fin. Et ce pourquoi je suis... Ah ouais, bon, ok, ok. Pourquoi ils nous ont foutu ça comme ça? Alors que jusqu'à présent, je m'en sortais très bien. Ou pas? Bon, je vois qu'en vous les ayant listés, je crois avoir un ou deux points moyens de plus que ce qui était très bien. Ça veut dire qu'on va pas vers le beau. Ben non, on va pas vers le beau. Parce qu'après le très bien et puis après le moyen, j'en arrive à la catégorie pas bon. Qu'est-ce qui est pas bon? Alors, on revient ici et je reprends l'application. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est en 2026, on a plus d'une vingtaine de jeux, je pense, toutes catégories confondues, qui nous font jouer avec des applications. Faut pas que j'oublie, en application, on a Unlock, notamment. Ils ont fait les choses très bien, Unlock. C'est un autre exemple sur lequel on pourrait s'appuyer dans la façon de créer et de faire manipuler les joueurs pour des applications. Alors, une connerie monumentale de la part de l'éditeur Lucky Duck Games. À quel moment on a un jeu à histoire et on n'est pas autorisé à avoir de multiples sauvegardes? C'est totalement aberrant ça. C'est d'une crétinerie monumentale parce que on est condamné, une fois que vous avez lancé votre campagne Cabale à la Nouvelle-Orléans, vous êtes condamné à y jouer jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas vous dire, allez, avec Madame Von Moriarty, je me lance une partie. En solo, bim, je me lance une partie en jouant deux autres persos. J'ai un pote qui vient avec sa femme. Attendez, bougez pas, je vous lance une partie parce que j'ai envie de vous faire découvrir The Dark Quarter. Et vous me direz si vous avez envie de continuer ou pas. Ben non. Alors, il y a une solution qui est simple, hein. C'est dit Lucky Duck Games, vous achetez 3 tablettes, où tout le monde a au moins une tablette et un téléphone, donc vous lancez sur téléphone, ouais, seulement sur téléphone, avec tous les paragraphes qu'il y a à lire, c'est beaucoup plus chiant. C'est pas cool. Quand parfois on a un visuel à montrer aux autres joueurs, on tourne la tablette, ouais, super, on montre un petit écran avec le téléphone. Ouais, mais Lucky Duck Games, ils se sont dit, mais arrête de râler, Friedrich, va pas nous prendre la tête. T'as une tablette, t'as un téléphone, t'as un PC. Tout le monde a une tablette, un téléphone et un PC. Bah, tu vas sur Steam, et puis tu lances The Dark Quarter sur Steam, puis tu joues devant ton PC. Ouais. Alors oui, il y a des palliatifs à ça, mais c'est complètement crétin et aberrant de ne pas nous autoriser à avoir de multiples sauvegardes. Et j'ai bien peur que, vu comment il patine pour nous sortir le scénario de Constance, j'ai bien peur qu'ils ne vont pas faire de mise à jour pour nous autoriser à lancer plusieurs parties à la fois. Ça, c'est bel et bien dommage. Il y a aussi dans l'application des répétitions inutiles qui vont, moi personnellement, me sortir de la narration qui doit rester très fluide. Parfois, on a 3 écrans successifs.
et par 3 fois, on va nous répéter la même chose. La porte d'entrée avait été défoncée. Vous rentrez, oui. Vous rentrez dans le rez-de-chaussée dont la porte d'entrée a été défoncée. Oui, oui, on le sait, vous l'avez dit tout à l'heure. On va dans la pièce suivante. La cuisine est éclairée grâce à la porte d'entrée qui a été défoncée. Ah putain, merde, c'est bon, on le sait. Heureusement, ça ne s'est pas produit trop souvent, mais ça se produit. Et en 2026, je ne comprends absolument pas que l'on ait encore ce genre euh, de façon d'expliquer les choses. C'est vraiment très bizarre. Ça m'amène aussi à un autre point que j'ai relevé. Alors, c'est vrai que je ne me le suis pas noté, mais ils sont où les testeurs? Ils sont où les testeurs? Ils sont où? Ben, ils sont pas là. T'étais où? Pas là. C'est assez surprenant. Est-ce que c'est un oubli? Parce que là, vous aviez la place hein, de mettre qui a testé quoi. Ben, j'en sais rien. C'est vraiment bizarre. On a interface utilisateur de l'application, amélioration de l'application. Qui a guidé ces gens-là? Je sais pas. Et j'ai noté une chose que lorsqu'on n'a pas beaucoup de testeurs, eh bien ça se ressent sur la façon dont a été fini un jeu. Un autre truc avec l'application qui est mal branlée, mal pensée, c'est que lorsque vous finissez un scénario sur votre plateau de jeu, on ne vous dit pas vous nettoyez votre plateau, vous enlevez ça, 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 attention, laissez quand même ce PNJ. Enlevez ça, 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 laissez quand même un tel ou un tel. À partir du moment où vous avez fait sauvegarder et quitter, vous sauvegardez vos personnages, ok, en leur indiquant mes cubes sont à tel ou tel endroit, je possède tant de dés dispo, je possède tel ou tel matériel, c'est bon pour tout le monde, oui, bim, ça vous sort de l'application, terminé, au revoir madame. Putain, mais on est sur un jeu grand public, il faut faire l'idiot proof. C'est quoi l'idiot proof? C'est prendre les gens pour des neuneux. Et dans certains cas, bien sûr que l'on aime être pris pour des neuneux, pour des idiots. Donc on est pris par la main de A à Z, et puis on se met à jour avec un plateau propre. Ça c'est dommage. Il passe à côté de quelque chose. Donc oui, je l'ai évoqué, hein, une fois qu'on a fait sauvegarder et quitter, ben, on est éjecté comme des malpropres. Un truc rébarbatif et rédhibitoire pour moi, ce sont les utilisations des noms propres dans les dialogues et dans les descriptions. C'est-à-dire que, comme dans les séries américaines, on ne dit pas Constance Moreau rentra dans la voiture et démarra. On dit Moreau rentra dans la voiture et démarra. On dit pas Constance se demanda s'il allait faire beau demain, mais on dit Moreau se demanda s'il allait faire beau demain. Pareil dans les dialogues. Mais dites donc, Moreau, vous ne trouvez pas qu'il va faire beau demain? Putain, mais je trouve ça totalement impersonnel et moi ça me sort de quelque chose de fluide. Mais encore une fois, ça c'est raisonné à l'américaine. Mais bordel de Dieu, quand vous faites une traduction par rapport au pays auquel vous destinez le jeu, respectez au moins ça. Ça a l'air tout bête, mais pour moi, c'est super chiant. Alors, c'est avec l'habitude. C'est facile quand on voit s'afficher le nom Paris ou Moreau de transformer en Constance ou Julia, c'est ce que j'ai fait pour rester dans une narration que j'apprécie. Mais pour moi, c'est aberrant. Et donc, c'est pas bon. On continue avec les pas bons. Restriction de certaines actions. Qu'est-ce que je me suis noté là? Bop, bop, bop. Restriction de certaines actions. Alors attendez, je vous retrouve là.
qui font perdre du temps inutilement aux joueurs dont c'est le tour. Ah oui, à plusieurs reprises, c'était. Est-ce que vous voulez faire ça? Oh oui. Faites un jet. Oh, il me manque un succès. Bah, fin de votre tour. Ah, mince. Je joue l'autre personnage. Je reviens à mon premier personnage. Donc, vous voulez toujours faire ça? Oh oui, 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 faites votre jet. Raté. Ah, fin de votre tour. Ah merde. C'est bon. Euh, Là où c'est mal pensé, c'est que il y avait d'autres façons de ne pas faire patiner un joueur et de ne pas le laisser constamment sur le même lieu pendant 3, 4 tours tant qu'il n'avait pas réussi à faire son jet. Ça, c'est maladroit. À plusieurs joueurs, ça peut en désimpliquer certains et les faire sortir du jeu. Et ça, ce serait dommage. Donc, c'est pas bon. Avant-dernier point que j'ai noté, il n'y a... Ah ouais, alors ça a été source de frustration à plusieurs temps de jeu. À des endroits où ça aurait été mérité, il n'y a pas de cumul de succès. C'est-à-dire que, avec les demeures de l'épouvante, demeures de l'épouvante vraiment en parallèle, c'est top à comparer. Mais on a aussi le cas dans Voyage en Terre du Milieu, il me semble. Vous lancez les dés, vous avez besoin de 5 succès. C'est très rare de pouvoir faire 5 succès d'un seul coup. Mais dans l'application, pour déverrouiller le coffre-fort, sur ces 5 succès, vous faites un premier jet, vous en avez 2. Ok, vous allez persévérer à votre prochain tour, mais au moins, l'application se souvient que vous en avez déjà 2. Votre prochain tour, ah mince, vous en faites qu'un. L'application se souvient que vous en avez déjà fait 3. Un pote vient vous aider, il en fait 2. Ça y est, c'est ok, vous avez vos 5 succès. Dans beaucoup de phases, il n'y avait pas ce cumul de succès. Donc, tant que vous n'aviez pas indiqué que oui, vous avez 4 succès, bah, l'application vous dit non, non, je vous autorise à régénérer un dé bonus, mais au prochain tour, il va me falloir 4 succès. Qu'est-ce que c'est chiant? C'est super chiant. Ça produit quoi chez un joueur comme moi qui fait son connard? C'est qu'au bout de 3 fois, et j'ai été patient, je dis bon ben, je jette pas les dés, puis voilà, je les ai mes 4 succès. Et là, ça permet de, ça y est, on continue. Ah bah super. C'est encore une fois, ça sort de l'histoire. C'est pas ce qu'on demande dans un jeu narratif, autant narratif. Et puis, dernier point que j'ai noté dans le pas bon, c'est incohérence de scénario. Alors, incohérence, ouais. Là, c'est une des fois où j'ai gueulé. Pourquoi j'ai gueulé alors que ça pourrait paraître insignifiant, mais on nous a vendu le jeu comme étant très mature, très impliquant, à la fois pour nos personnages, donc pour les joueurs. Et à un moment, on, on aurait pu avoir un objet plus ou moins facilement via le biais d'une interaction. Et il s'avère que cet objet, qui est très petit et plutôt très costaud, il se casse. On nous annonce, parce que c'est l'effet couloir, ça a été prévu comme ça, point barre, que l'objet pour lequel on a un petit peu galéré, on a cogité, on a échafaudé un plan pour aller le récupérer, et ben de toute façon, non, il se casse. Mais alors, c'est amené d'une façon complètement idiote. Ah purée, oui, ça m'a fait gueuler parce que je dis non, c'est pas possible. J'étais bien dans l'histoire là, je savais où aller, j'avais échafaudé un plan pour récupérer ce truc, et bêtement, on me dit ah bah non, non, finalement il est cassé, trouvez un autre moyen. Ah bah l'autre moyen, ça tombe bien, on vient de vous déverrouiller un nouveau lieu, bah passez par ce lieu. Qu'est-ce que c'est chiant quand c'est comme ça. Eh ben, moi j'ai noté ce moment très particulier dans l'histoire
Après, encore une fois, ça va être les uns les autres autour de la table où certains vont y être sensibles, d'autres vont se dire ah ouais, mais non, c'est rigolo. Bon, bah écoutez, si vous trouvez ça rigolo, tant mieux. C'est vraiment moi qui avais peut-être trop d'attentes à ce moment-là. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fini avec le pas bon. Et vous voyez que le pas bon est lié principalement à l'application, dans la façon dont le scénario est construit et détaillé, et dans la façon dont on va utiliser cette application pour arriver à nos fins. Alors maintenant, attention les yeux, le très mauvais. Oui, parce il y a du très mauvais. Je me suis noté une très très mauvaise fin du chapitre 3. Très dirigiste. Uniquement d'ailleurs dirigiste. L'effet couloir, je l'ai déjà évoqué, eh bien dans le chapitre 3 à la fin, qui pourtant avait vachement bien démarré, c'est vous faites ça. Et c'est encore plus accentué avec il y a un personnage qui doit faire ça pendant que l'autre va faire ça. Mais tant que mon premier personnage n'a pas réussi ses actions, l'autre personnage va être bloqué. Tout repose sur le premier personnage. Ça veut dire que ce premier personnage, il va lancer les dés à tour de bras jusqu'à obtenir le nombre de résultats souhaités. Super. J'ai laissé tourner le jeu comme ça pendant au moins 6 tours. Alors, je bouillais intérieurement, hein. Mais au bout d'un moment, j'ai eu l'effet, bon, allez, arrête de m'emmerder. Tu veux que le premier personnage réussisse? Voilà, ça y est, il a réussi. Je lance même plus les dés. Je te donne le résultat comme quoi il a réussi. Et ce qui fait que ça a débloqué la continuité de la suite. J'ai pu aller au bout du 3e chapitre. C'était d'un chiant et ça m'a sorti de l'histoire et c'est pas normal. Encore une fois, par rapport à tous les jeux qui ont été faits, alors qu'ils soient via application ou pas, hein, de toute façon, ça resterait valable avec un jeu que l'on suit par un bouquin ou par un système de cartes. Là, c'est une mécanique de jeu. Je comprends pas que aujourd'hui encore, on ait des mécaniques qui soient aussi bloquantes que ça. C'est un parti pris, bon, bah, c'est pas le mien. Ah! Aussi un autre truc, mais super mauvais. Comment je vais vous dire ça? À un moment, on a une créature qui est extrêmement dangereuse. On sent, et on le voit d'ailleurs, qu'on est impliqué dans un combat qui peut faire très très mal. Heureusement, contre cette créature, nous possédons un objet. En plus, c'est un objet spécial scénario. Donc, bah oui, cet objet-là, contre cette créature-là, obligatoirement, c'est un super bonus. Ah non, pas du tout. Vous ne pouvez même pas le scanner contre la créature. Il faut suivre ce que l'on a prévu pour vous. Vous tapez au corps à corps jusqu'à obtenir ce que nous avons prévu. Et dans le folklore que nous avons avec les vampires, le vaudou, les loups-garous, pour peu que vous ayez connaissance de ce folklore et parmi le nombre de joueurs, je parie que 90% des joueurs vont se dire eh mais cet objet-là contre ce type de créature, c'est vachement utile. Ouais, bah le problème, non, c'est pas prévu dans l'application alors que ça coule de source. Encore une fois, ça sort les joueurs de ce qui va se passer après. Et pour certains, et c'est ce que j'ai lu en avis ou en commentaire, ils finissent par se dire ah ouais d'accord, non seulement on est trop pris par la main, mais en plus on a tellement d'incohérences que je lâche l'affaire. Il y en a qui ne sont pas allés au bout, au-delà de chapitre 2, chapitre 3. Ils se sont dit ouais non laisse tomber, on passe à autre chose. Et puis d'autres qui ont vraiment, vraiment persévéré, histoire de dire bon bah au moins je saurai à quoi m'en tenir.
Mais allez, on va au bout. Pas normal. C'est vraiment pas normal et c'est très mauvais dans la construction. Et puis, alors oui, si, finalement, je vois que je l'avais noté. Les testeurs, ils sont où? Pas d'indication dans la doc. Et je pense que ça se ressent énormément. Pourtant, le jeu a dû être testé. Mais si j'ai bien compris les phases de test, certains éditeurs vont dire vous me testez le premier, deuxième scénario, vous le faites 3-4 fois chacun, et puis vos retours vont nous permettre de nous caler pour le reste de l'histoire. Ce serait intéressant de connaître, mais ça, je pense pas que les éditeurs nous dévoilent leurs secrets, parce qu'à mon avis, on serait vraiment, vraiment très surpris et très souvent très déçus. Dans, dans quelques jeux auxquels j'ai joué, ça se ressent qu'il n'y a pas eu de test. Enfin, pas eu de test. Que ça a très mal été testé. Ce qui nous amène à un mauvais calibrage, ce qui nous amène à des erreurs de scénario, à des mauvais gameplay par moment. Et dans The Dark Quarter, c'est vraiment le sentiment que j'ai, hein, un gros manque de tests par des joueurs habitués. En plus, là, ce qu'il faudrait faire sur un jeu comme ça, on vise un public lambda. On peut aussi viser un public qui est plutôt habitué à des jeux. Donc, on va faire tester à une famille ou à un groupe de joueurs plutôt classique, et puis à un groupe de joueurs qui a l'habitude de ce genre de jeu. Et puis on voit ce que ça donne, on voit les retours. Là, j'ai pas l'impression que la démarche ait été faite comme ça. Bon, heureusement, nous n'avons que quoi? 1, 2, 3, allez, 4 points très mauvais, 6, 8 points pas bons, une douzaine de points moyens, et puis une bonne dizaine de points très bien. Alors ça va nous amener à notre finalité. Avant ça, la finalité, ah oui, j'évoque, quand j'y pense maintenant, le dos de boîte. Parce que le dos de boîte en dit beaucoup sur les intentions de l'éditeur, parce que sur un dos de boîte, c'est là où l'on va nous vendre du rêve. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Alors là, on a le pitch. Hein, des ruelles sombres, les crimes plus ordinaires ont un côté surnaturel. Le pitch encore, on est pas mal. C'est surtout, est-ce que j'achète ou pas si je ne connais pas le jeu, j'en ai jamais entendu parler. C'est un jeu d'aventure hybride, numérique et coopératif. Alors, un jeu d'aventure hybride, je vois pas... Bon, le terme hybride est peut-être mal choisi. Alors oui, c'est hybride. On a un plateau, on a une tablette, c'est peut-être ça ce qu'ils veulent dire. Coopératif, entièrement coopératif, là, c'est vrai, pas de souci. Sa campagne est en plusieurs scénarios, oui, propose une histoire complète et dynamique. Alors, pour le coup, oui, sauf sur le côté dynamique, hein, on l'a vu, les maladresses, dans laquelle les joueurs seront confrontés à de terribles décisions. Alors, pour le coup, là, bah oui. Si vous êtes impliqué avec vos personnages, on sent parfois de terribles décisions à prendre pour affecter à la fois leur personnage et l'issue du récit lui-même. Alors, peut-être un peu moins sur l'issue du récit, mais sur l'implication des personnages que vous jouez, ouais. Loin d'être de vulgaires incarnations remplaçables d'un récit à l'autre, les protagonistes font partie intégrante de la narration et leur destin est inextricablement lié à celui de la Nouvelle-Orléans. Alors, oui, et puis un bémol sur incarnation remplaçable d'un récit à l'autre. Si, d'un récit à l'autre, vous pouvez très bien avoir les autres protagonistes, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, dans l'ensemble, et je vais me surprendre moi-même, mais ils ont été plutôt soft et ne baratinent pas sur la promesse du jeu. Ça fait plaisir. Et je crois qu'à un moment, ils spécifiaient que
modalité déclinée de Destinies. Je croyais que c'était noté ça quelque part. Alors peut-être pas là. Tchouk, tchouk, tchouk. Ah, ou c'est sur le... Non, même pas. Alors, public adulte, 18 ans et plus. Tiens, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas évoqué. Ça peut être maintenant. De par le langage, oui, c'est du 18 ans et plus. Dans la façon dont certains meurtres sont amenés et décrits, oui, on peut être sur du 18 ans plus. Après, hein, faut pas se leurrer, hein, nos générations 16 ans et plus largement peuvent s'y coller. 14 ans et plus, beaucoup de jeunes joueurs pourraient s'y coller aussi par rapport à ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient sur leur tablette, leur façon de consommer du contenu en jeu vidéo. Ouais. Mais je peux comprendre qu'on soit sur du 14 ans et plus. Bon, le dos de boîte, c'est bien, je suis content. Lucky Duck Games ne nous a pas pipoté. La difficulté maintenant. Bah, la difficulté, hein, comme il n'y a pas de grand challenge en phase de gameplay, non, c'est aucunement difficile. Vous cliquez, vous suivez, vous cliquez, vous suivez. De toute façon, un joueur qui stresse habituellement parce qu'on lui dit « Ah, tu as 12 points de vie, si tu tombes à 0, tu meurs. Oh mon Dieu !» Là, t'as pas de points de vie, tu ne tomberas pas à 0, tu ne mourras jamais. Donc vas-y, tu cliques, tu suis, tu cliques, tu suis. Et encore une fois, dans le choix de... Quand vous lancez l'application, on ne vous dit pas vous voulez jouer en mode facile, moyen ou difficile. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Et ça rejoint le jeu narratif, l'histoire narrative, ce concept-là. Bah, effectivement, on ne recherche pas une difficulté, on cherche une histoire et une narration qui va nous entraîner. La rejouabilité maintenant. Alors, pour moi, non. Si vous jouez avec les 4 personnages de la boîte de base, c'est pas rejouable. C'est pas parce que dans les cartes compétences, vous allez plutôt prendre celle-ci plutôt que celle-ci. Si vous avez fait votre premier choix en termes de jeu, ça veut dire que de toute façon, avec elle, vous voulez plutôt utiliser ça comme compétence. Donc non, une fois que vous avez fait l'histoire avec 4 persos, les 4 persos, vous n'allez pas y revenir, sauf comme je le dis très souvent, vous laissez passer du temps, du temps, du temps, et puis au bout de, pourquoi pas, 1 an et demi, 2 ans, allez, on relance tout. Ouais, t'es sûr? On va pas plutôt faire la nouveauté qui vient de sortir? Ah ouais, si t'as raison. Donc rejouabilité non à 4. Par contre, si comme moi, vous ne jouez qu'avec 2 personnages, et ben là, je dis oui. Oui, on a envie. C'est même pas... Alors ça va être personnel bien sûr, parce que c'est mon avis sur le jeu. C'est même pas oui, il y a une rejouabilité potentielle. Moi, j'en suis à dire oui, j'ai envie de rejouer avec Walter Mullins et John Robichaud. Je veux savoir comment, par peut-être le biais des dialogues, leur histoire personnelle, le tout, comment ils vont s'en sortir. Et en ayant le fonctionnement, le gameplay, les faiblesses de l'application, j'y retournerai avec beaucoup plus de facilité. Donc, non, c'est pas rejouable. Oui, c'est rejouable parce que on va se réserver d'autres personnages. Mais alors ça, j'enfonce une porte ouverte parce que c'est le cas avec tous les jeux de ce type-là de toute façon. Mais je noterai quand même qu'il y a cet intérêt qui est éveillé pour moi de vraiment y revenir. Puis alors, on a une autre rejouabilité, hein, comme je vous l'ai montré, on a des extensions. Donc c'est une autre façon de relancer le jeu pour continuer d'y jouer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va y avoir des suites sur les boîtes de The Dark Quarter? J'en sais rien. Franchement, je
J'ai même pas pensé à me renseigner là-dessus. Je ne sais pas si Lucky Duck a prévu d'autres aventures. Il y a pourtant une chose qui est extrêmement facile à faire, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Demeure de l'épouvante, mais aussi Voyage en terre du milieu. Dans leur application, ils ont fourni du contenu sans avoir besoin de racheter une boîte physique, mais simplement des scénarios, des aventures à lancer, et puis on réutilise le matériel. La seule chose, c'est que là, avec The Dark Quarter, en l'état, il serait obligé de réutiliser systématiquement les cartes fournies dans la boîte de base. Ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on a beaucoup trop de lieux qui sont uniquement dédiés à l'aventure principale. Mais pourquoi pas, dans un an, ils sortent une extension en reprenant les personnages de la boîte de base et puis en leur faisant vivre 4 nouveaux chapitres. Ce serait sympa quand même. Alors le verdict. Nous passons au verdict. Je me suis noté plusieurs points. Le premier au final, et j'avoue que je suis moi-même le premier surpris, c'est qu'il est très sympa. Alors je vais doser. The Dark Quarter reste très sympa pour des non-habitués. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jeux touffus, par exemple familial. Un groupe de joueurs plutôt familial, aller sur The Dark Quarter, je pense qu'ils auraient une très très bonne surprise. Vraiment. Après, pour des joueurs qui sont plutôt habitués comme moi, avec forcément une attente plutôt très élevée, surtout par rapport à toute la pub qui a été faite en amont par Lucky Duck Games, ça peut être un jeu très moyen parce que, avec tout ce que j'ai décrit, au final, on risque de lâcher. Ou alors de dire, ouais, bon, j'ai bien fait d'acheter que la boîte de base et pas les extensions. Et au final, la boîte de base, je ne vais pas la garder. Donc, parfois, j'ai des avis qui sont très tranchés sur la finalité d'un jeu. Là où je suis surpris, c'est que j'arrive à me dire, mais oui, 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 en fait, ça peut toucher deux publics vraiment différents. Je garde quand même en tête le fait d'avoir été blasé à plusieurs reprises, hein, pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer, en me disant, mais putain, c'est dommage, ils avaient quelque chose de très bon à la base, et les concepteurs ont été foutus de casser à différents moments l'ambiance dans laquelle j'avais réussi à me mettre. Le sentiment que ça m'a donné aussi, c'est que les concepteurs n'avaient au final qu'une idée de base. Comment arriver à la finalité de cette idée de base en ne faisant qu'un seul couloir. On ne se creuse pas la tête pour savoir si ce serait sympa à tel moment d'offrir des façons de faire différentes aux joueurs. Non, non, non. On a décidé que ce serait comme ça, et ben on y va. Dans ce cas-là, pourquoi avoir mis 4 ans à le développer? Pour moi, j'ai l'impression que c'est ou de l'amateurisme, ou une super opération commerciale, ou même, et j'espère que ce serait plutôt ça, un manque de conseils, et ça rejoint le manque de tests qui aurait pu être fait. Donc au final, oui, il y a une mauvaise finition du jeu, ce qui pour moi est quand même relativement étonnant. Alors j'y trouve quand même un avantage à ce Dark Quarter, parce que si vraiment j'avais pas adhéré, il dégage. Mais je vous rappelle que je fais des animations autour de jeux de société coopératifs. Et pour le coup, connaissant maintenant bien le jeu, la façon dont on doit le gérer pour impliquer des joueurs qui eux ne le connaissent pas, c'est un jeu que je conserve pour le faire jouer en animation. Ça matchera plutôt bien. Et comme je le fais actuellement avec Voyage en terre du milieu ou Les demeures de l'épouvante, qui ont eux aussi des éléments perfectibles dans leur façon de faire jouer,
Connaissant ses points faibles, eh bien, je m'en arrange quand je fais jouer des groupes. Et ben ça, c'est une super bonne nouvelle. Si vous voulez un jeu pour le faire partager à d'autres en étant le narrateur et en les guidant, et ben en fait, il reste vraiment très très sympa. Et ça, c'est une autre super bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que je me suis noté? Dernier point avant de vous quitter. Ah bah oui, 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 c'est que au final, même s'il y a eu pas mal de merdasses dedans, j'ai envie de le relancer, j'ai envie d'en connaître plus sur les deux autres personnages, et j'ai envie d'en connaître plus avec les extensions. Et ça, c'est plutôt balèze. Est-ce que ça t'emmerde de l'admettre, Friedrich? Ben non, pas du tout. Je suis fair-play. C'est plutôt balèze que malgré toutes les saloperies que j'ai pu rencontrer, le jeu arrive quand même à ce que j'y reste impliqué. Donc, ben, c'est de la demi-teinte, oui, certes, mais avec cette finalité qui est, je suis content, je n'ai pas dépensé mon argent pour rien. Elle est pas belle la vie à la Nouvelle-Orléans? Ben, bien sûr que si. Allez, j'espère que vous avez eu un éclairage sur ce The Dark Quarter. Je suis très sincèrement très curieux de savoir, vous, si vous l'avez gardé, si vous l'avez brûlé, si vous l'avez donné, si vous pouvez le conseiller, parce que je pense que c'est un jeu qui aura pu faire polémique parmi les joueurs qui ont pu l'obtenir et y jouer, pour peu qu'ils soient allés au bout. Allez, dites-moi tout ça, et puis ben, on va se retrouver pour la continuité de la suite de nos aventures, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire avec le nombre de jeux que je possède. À très vite, salut salut.